Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer Pierre Gentel. Bonjour. Je voulais que vous rencontriez les spectateurs du dessous des cartes pour nous parler de la Chine. Nous avons, nous, les Européens, les Américains, une vision tout à fait particulière de la Chine qui est réduite à des enjeux. Or, vous proposez une vision d'abord sur la durée et ensuite quasiment sino-centrée. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes géographe, vous êtes archéologue. Vous conduisez des fouilles en Asie centrale, où nous nous sommes rencontrés, des campagnes de prospection en Chine. Donc, quelle est cette vision que vous proposez de la Chine et qui est assez différente de celle que nous avons et que nous trouvons dans les journaux? Eh bien, j'ai essayé de dire ce que pensent les Chinois, tout au moins ce que je pense que pensent les Chinois, sous forme de schéma, parce que je n'ai pas le temps de détailler les choses. Et donc, je voudrais tout de suite dire que, à mon avis, aujourd'hui, la Chine se trouve décalée par rapport à son territoire. Et on va essayer d'expliquer ça, mais pour expliquer ça, il faut que nous remontions à 4000 ans en arrière. Il faut remonter loin en arrière, oui. Donc, première chose, la Chine, dès les origines, s'est conçue comme le monde tel qu'il existe. C'est tout ce qui est sous le ciel, le pays sous le ciel, c'est le centre, Zhong, et il y a des barbares ou des étrangers ou des gens étranges autour. Voilà, le point de départ. Et il ne faut jamais l'oublier. Mais très vite, avec la création de l'Empire, au début de notre ère, si vous voulez, autour du début de notre ère... Vers moins 221. Moins 221 jusqu'à vers 400 à peu près, une deuxième vision apparaît, une vision plus réaliste. Ces gens étranges qui étaient autour, on leur donne des noms, on s'aperçoit qu'ils ont des noms, les Huns, les Qiang, les Zhong, les Ti, les Man, un peu partout autour du centre chinois. Et ce centre chinois, on le protège avec la Grande Muraille, mais également on va s'étendre culturellement, on va s'étendre vers la Corée, le Japon, le Vietnam. La Chine est dominante, là? La Chine est dominante, elle est toujours le centre du monde, tout au moins elle le pense. Elle a des relations par la route de la soie avec l'Occident, mais elle n'y va pas. Elle a un début de relation avec les mers de Chine du Sud, mais elle n'y va pas non plus. Elle est dans son territoire? Elle est dans son territoire. Elle est à l'aise et elle essaye de maîtriser tous les gens qui sont aussi dans son territoire, mais qui ne sont pas les Han. Or, les barbares vont entrer. Or, les barbares vont entrer. Ils vont entrer tellement que, si vous voulez, nous allons sauter quelques péripéties et une dizaine de siècles. On arrive au XIe siècle. Le XIe siècle, c'est dramatique. Tous les barbares sont entrés en Chine. Ils ont conquis tout le nord de la Chine et le centre de la Chine se trouve repoussé sur la côte, à Hangzhou, que visitera Marco Polo. Et la Chine, au contraire, se développe vers le sud, vers la côte, et c'est là qu'elle commence véritablement à envoyer des commerçants vers les mers de Chine du Sud pour aller conquérir de nouveaux espaces. Elle se ferme à ce moment-là? Cette Chine-là n'est pas fermée, elle est ouverte sur la mer, et elle a perdu le nord, donc elle a perdu son territoire, une partie de son territoire, mais elle est ouverte sur la mer. Elle va se fermer plus tard, elle va se fermer avec les Ming, quand les Mongols qui ont conquis la Chine auront été chassés en 1368. Et 1368-1644, si vous voulez, c'est une période très forte, parce que c'est le moment où les Han sont à nouveau maîtres de leur territoire et ils veulent reconstituer le centre tel qu'il était dans l'Antiquité. Et pour le faire, la première chose qu'ils font, eh bien, c'est qu'ils reconstruisent la Grande Muraille, parce qu'elle n'avait plus servi jusque-là. Et que d'autre part, ils ferment la côte. C'est pour ça qu'ils construisent le Grand Canal, pour ne pas avoir accès à la mer? Il était déjà construit. Oui. Mais c'est pour éviter d'avoir accès à la mer. Il était déjà construit. On ferme la côte. On ne peut pas aller à Taïwan, par exemple, sinon on y va, c'est illégalement. Et donc, même, si vous voulez, on redéplace la capitale de Nankin vers Pékin en 1421. Nankin, c'est Nanjing, la ville du sud. Pékin, c'est la capitale du nord. Et à la fin de cette période, arrive une chose surprenante au moment où la Chine a reconquis son centre, c'est que débarquent à Macao, 1557, des gens étranges qui sont les Portugais, dont la Chine ne sait pas encore que ça va être un drame pour elle. Le drame arrive. Alors justement, quel drame? Le drame arrive, c'est la période coloniale, c'est 1840, 1949, les guerres de l'opium. À ce moment-là, la Chine perd complètement le centre. Il n'y a plus de centre chinois. Elle fait partie du monde. Le centre du monde, c'est l'Europe, plus la Russie, plus le Japon bientôt. Et le territoire lui-même chinois est conquis complètement au sud. Toute la mer est conquise
par les coloniaux, enfin, les concessions étrangères. Le sud-ouest, c'est la poussée britannique qui vient des Indes. Le nord-ouest, c'est la poussée russe qui vient de Sibérie. Le nord-est, c'est la conquête de la Mandchourie par les Japonais. Et il ne reste plus que l'impératrice toute seule à Pékin, d'où perte complètement du territoire. C'est ce qui ouvre sur la révolution de 1911 Ça ouvre déjà sur 1911, et ça, évidemment, cette révolution de 1911 est une révolution ratée, et ça aboutit à 1949, où la Chine essaye de se récupérer. Et donc ce qui caractérise 1949, et c'est pour ça que les Chinois le voient comme ça, c'est la redécouverte de la dignité. On refait une Chine qui est centrée sur elle-même. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas la faire toute seule. Donc on a un autre schéma à ce moment-là. Et on a un nouveau schéma qui apparaît. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est, depuis 1945, dans un monde bipolaire, dans la guerre froide. Et donc on a une Chine qui d'abord s'appuie sur l'Union soviétique, 1949-1957, puis elle s'aperçoit qu'elle veut être seule au monde, qu'elle veut être indépendante, donc elle lâche les soviétiques, c'est la rupture sino-soviétique en 1962. Et elle cherche le tiers-monde à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que ne pouvons pas trouver les Américains, qui eux font le blocus de la Chine depuis 1951 et la guerre de Corée, et qui sont véritablement le monde opposé. À ce moment-là, elle va chercher le tiers-monde. Évidemment, elle ne le trouve pas parce que le tiers-monde, ce n'est pas une grande puissance. Et à ce moment-là, elle comprend qu'elle doit se tourner vers les États-Unis, d'où le grand changement. 1972, Nixon est invité à Pékin. C'est une énorme surprise. La Chine a changé de monde. Pour se reconstruire, elle a compris qu'elle devait faire alliance avec les Américains, finalement, contre les Russes. D'où la réforme économique de 1977, juste un an après la mort de Mao. Oui, évidemment. Les choses sont liées. Les deux choses sont liées, alors de manière un peu indirecte, mais les deux choses sont liées. À ce moment-là, la Chine ayant choisi son camp, elle ne peut pas prévoir que l'URSS va s'effondrer et va disparaître en 1991. Mais elle a quand même choisi bien son camp. Donc elle a quel territoire aujourd'hui ? Et alors aujourd'hui, elle a un territoire, justement, qu'on est obligé de montrer, si vous voulez, en deux cercles décalés. Parce qu'elle a un territoire qui est son territoire réel, qui ne lui plaît pas, dans lequel elle a des problèmes avec des gens qui ne lui plaisent pas. Les Tibétains d'abord, les Ouïghours, les Turcs Ouïghours, les Kazakhs, les Mongols, ce qu'il en reste. Donc tout cet ouest chinois qui n'est pas véritablement un territoire qui l'intéresse. En revanche, elle a à reconquérir, si vous voulez, tout le territoire de sa civilisation qu'elle a prêté à une partie du monde, c'est-à-dire les deux Corées, le Japon, le Vietnam, l'Asie du Sud-Est, éventuellement tout ce qui se trouve dans les mers de Chine du Sud, essayer de reconstituer un monde à partir de son centre. Mais son centre à elle, c'est devenu la côte uniquement aujourd'hui. La seule chose qui l'intéresse maintenant, c'est les États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis en tant que tels, c'est qu'il y a une seule puissance mondiale et elle ne veut plus être soumise à quelque puissance que ce soit. Donc le seul moyen de ne plus être soumis aux États-Unis, c'est de devenir au moins leur égal. Et pour devenir leur égal, elle a compris qu'elle ne peut pas être seule. Elle a donc besoin de faire l'union autour de tous ceux qui sont de civilisation, si vous voulez, à l'origine chinoise, tout en gardant son territoire, bien entendu. C'est pourquoi elle garde à la fois un territoire qui ne lui plaît pas et elle essaye de conquérir, entre guillemets, un territoire, lui, qui lui plaît beaucoup plus. La preuve, c'est Taïwan. L'idée centrale des Chinois, c'est de récupérer Taïwan pour le faire entrer dans le centre chinois et de manière à pouvoir après conquérir un espace qui leur permettra de jouer à égalité avec les États-Unis. Mais ça, on ne sait pas quand. Oui, d'une part parce qu'on ne sait pas très bien qui va s'y opposer, enfin les États-Unis entre autres, mais sous quelle forme on ne sait pas. Et puis là, on est dans une prospective d'un siècle ou un demi-siècle tout au mieux. Je ne fais pas de prospective à long terme, d'abord ce n'est pas très sérieux, mais il y a quand même une idée de la nation chinoise qui est chez les dirigeants, quel qu'il soit, et qui ne peut pas être, à mon avis, autre que celle-là. Oui, là, évidemment, on est sur une très longue durée, 50 ans ou 100 ans pour restaurer un territoire. Si vous voulez approfondir cette approche du territoire chinois, je vous conseille 3 livres de Jean Tel. Le tout dernier, c'est « Chine à l'orée du XXIe siècle » aux éditions CEDES. Chine, peuple et civilisation, aux éditions de la Découverte, les dossiers de l'état du monde. Et puis la géographie universelle, dont je vous parle souvent dans le dessous des cartes, le chapitre sur la Chine,
a été écrit par Pierre Jantel. Et puis n'oubliez pas Victor Segalen, qui connaissait bien la Chine. C'est un auteur que j'aime beaucoup, aux éditions Plomb, Stèle, Peinture équipée, Lettres de Chine. C'est un merveilleux auteur. Merci Pierre Jantel de nous avoir montré cette vision sur la longue durée.